Bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème, type de contrôle ou fonctionnalité. La dernière fois, on avait parlé de de la catégorisation des contrôles. On avait parlé du contrôle administratif, du contrôle technique, du contrôle physique. Aujourd'hui, on va parler des 7 types de contrôle. Il faudra bien se concentrer parce que quand on parle de cybersécurité, il faudra comprendre l'idée de contrôle. Parce que dans une entreprise, si vous voulez protéger vos informations, il faudra savoir quels sont les types de contrôle et comment protéger ces informations. Donc aujourd'hui, on va parler de ces types de contrôle. On va commencer par ce qu'on appelle le contrôle préventif. Dans une entreprise, il faudra prévenir des accès non autorisés ou empêcher des gens d'avoir accès à votre environnement, à vos informations. Donc, il faut penser à ce qu'on appelle les contrôles préventifs. Exemple, il y a ce qu'on appelle le firewall, des proxys, des IPS, Intrusion Prevention System, des antivirus, des gardiens, le mot de passe, sensibiliser des employés, par exemple, faire des formations pour que quand ils reçoivent des messages qu'ils ne cliquent pas, s'ils ne savent pas, le message vient de qui. Et aussi mettre des serrures ou des cadenas, par exemple, pour prévenir des gens qui veulent autoriser de façon non autorisée, qui veulent accéder à votre environnement de façon non autorisée. Les badges pour prévenir aussi des accès non autorisés. Le système biométrique aussi. Ce sont aujourd'hui facteurs de protection pour prévenir des gens qui veulent avoir accès, que ce soit de façon comment dirais-je, par hasard ou bien avec intention, mais ces systèmes-là vont vous aider aujourd'hui à protéger ces accès-là. Donc, le contrôle préventif ici, c'est protéger les accès non autorisés ou empêcher que des gens accèdent à votre environnement de façon physique ou de façon logique, de façon physique. J'ai déjà dit que quand on dit de façon physique, c'est des accès physiques. Quelqu'un qui vient, par exemple, qui rentre en ouvrant la porte sans accès, comment dire, autorisation, ça c'est de façon physique. De façon logique, c'est les attaques. Par exemple, les gens peuvent faire des attaques en exploitant des vulnérabilités, avoir accès à vos informations. Donc le contrôle préventif ici vient ici pour résoudre ce problème. Après le contrôle préventif, on a ce qu'on appelle en anglais deterrent control. En français, si j'ai bien fait la traduction, ce sera un contrôle dissuasif. Ici, l'idée, c'est de décourager un attaquant de violer la sécurité politique d'une entreprise. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un, par exemple, qui veut avoir accès aux informations, vous pouvez mettre des mesures en place qui peuvent décourager la personne. Par exemple, vous mettez un système d'identification ou d'authentification. Quand la personne veut, par exemple, avoir accès à des comptes, la personne va voir qu'il faut s'identifier, il faut s'authentifier. Donc, la personne va dire que, OK, c'est compliqué parce que je dois trouver le nom d'utilisateur, le mot de passe, cela décourage souvent des attaquants. Aussi, mettre de l'éclairage, comment dirais-je, à côté de votre environnement. C'est très important. Parce que quand vous mettez de l'éclairage, ça peut décourager les attaquants ou les personnes malveillantes. Vous mettez de l'éclairage, vous allez voir que quelqu'un qui va avoir de l'éclairage ne va pas commettre un crime. Donc, l'éclairage ici aussi est un facteur dissuasif. Aussi, il y a les clôtures, les murs aussi. Quand vous mettez des clôtures très haut, ça peut décourager des bandits, par exemple, pour avoir accès, comment dirais-je, un accès physique et venir, comment dirais-je, voler les informations ou des serveurs ou faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, il faut penser aussi à mettre des clôtures un peu plus haut pour décourager aussi des personnes malveillantes. Les caméras de sécurité aussi. Quand vous avez des caméras, si, par exemple, moi, je suis une personne malveillante, je viens, par exemple, je veux avoir accès dans votre environnement, en fait, je vais voir la caméra, je vais dire que non, parce que si je pars, ça peut me décourager, parce que je vais dire qu'il y a la caméra, si je commets un crime, on va me voir, il y a les preuves. Donc, tous ces facteurs-là sont aussi des moyens dissuasifs pour décourager des personnes malveillantes. Après ça, on va parler du troisième contrôle. C'est ici ce qu'on appelle un contrôle compensateur. Compensative control, comme on dit en anglais. Ici, c'est chercher un moyen alternatif. Quand, par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, vous avez des serveurs en ligne et ces serveurs ont des vulnérabilités.
Mais si vous n'avez pas actuellement des moyens en ce moment pour fixer ces vulnérabilités, vous pouvez mettre un firewall qui va vous aider de protéger votre serveur. C'est un autre moyen de protection que vous avez mis en place. Vous comprenez? Et des fois, dans les grandes usines, ça arrive aussi que ils utilisent encore des systèmes très anciens, des systèmes d'opération comme XP ou bien Windows 7, mais il y a beaucoup de vulnérabilités, ils n'ont pas le choix. Il faut en ce moment mettre des moyens de protection pour que les gens n'arrivent pas à exploiter ces vulnérabilités. On peut les appeler aussi des contrôles et, comment dirais-je, compensateurs. Voilà. Et aussi, il y a ce qu'on appelle un contrôle détectif. Un contrôle détectif ici, c'est mettre des moyens en place pour détecter des accès non autorisés sur le plan physique ou logique. Quand, par exemple, je rentre dans un immeuble, je n'ai pas accès, il faut mettre des moyens en place pour détecter. On peut mettre des caméras ou des moyens de détection. Il y a ce qu'on appelle en anglais, par exemple, de motion detection. C'est-à-dire que quand vous accédez dans un immeuble, quand vous faites un certain mouvement la nuit, et on sait que les gens ne travaillent pas la nuit, on peut détecter, on peut savoir qu'il y a un intrus et on peut détecter la personne en ce moment. Il y a la caméra. Il y a les caméras CCTV qui peuvent aussi détecter des accès non autorisés sur le plan physique. Aussi, il y a ce qu'on appelle rotation de travail. Souvent, on fait ça dans les entreprises pour que, par exemple, moi, je travaille avec un client, des fois, je peux changer avec d'autres et ils peuvent détecter des erreurs et ça peut nous aider à aussi savoir qu'est-ce qu'il faut pour la personne, que ce soit des formations ou changer la façon dont la personne travaille. Aussi, il y a les IDS, les honeypots ou les honeynets. Les IDS ici, c'est quoi? Intrusion Detection System. C'est-à-dire que quand un homme de façon ou une personne malveillante de façon, comment dirais-je, sur le plan logique, veut avoir accès à vos informations sur Internet, par exemple, ou dans un réseau local, vous mettez des IDS, des Intrusion Detection Systems, qui pourront vous aider à détecter ces accès. C'est-à-dire que vous avez votre DMZ ou zone démilitarisée, vous avez vos IDS là-bas, un exemple. Si quelqu'un veut avoir accès sur Internet, quelqu'un qui est sur Internet veut avoir accès à votre réseau local, le IDS va détecter ça et vous pouvez savoir que quelqu'un veut avoir accès, vous pouvez prévenir cela. Il y a ce qu'on appelle aussi honeypot ou honeynet. Le honeynet, c'est plusieurs honeypots. Un honeypot ici, c'est quoi? C'est une application ou un serveur que nous pouvons mettre dans notre réseau. Mais ici, c'est quoi? C'est une application fake. Cette application a beaucoup de vulnérabilités. Ici, l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on veut savoir comment les attaqueurs pourront nous attaquer. Ou bien quand ils nous attaquent, qu'est-ce qu'ils font? Donc, on met cette application fake et qui a beaucoup de vulnérabilités et les gens vont commencer à attaquer. Plus ils attaquent, on essaie de comprendre, oui, ok, ils peuvent nous attaquer comme ça, en faisant ça, en faisant ça. Souvent, les honeynets comportent des applications un peu similaires à ce qu'on a dans notre environnement. Cela peut nous aider à avoir beaucoup d'idées sur les attaques et implémenter des moyens de protection. Donc, c'est très, très important de penser au honeynets. Que ce soit aussi les vacances obligatoires qu'on appelle mandatory vacation en anglais, c'est-à-dire que quand quelqu'un est en vacances, quelqu'un peut remplacer la personne. Cela aussi peut nous aider à savoir comment la personne travaille et apporter des améliorations. Il y a les audits aussi, bien sûr. Après ça, on va parler de ce qu'on appelle le contrôle de recouvrement. Ce qu'on dit en anglais de recovery control. Ici, l'idée c'est quoi? C'est de mettre en place un système de recouvrement des données au moment ou bien après un incident du moins. C'est-à-dire que vous allez mettre des systèmes pour faire la mise à jour ou faire des backups ou bien, je vais donner d'abord un exemple. C'est-à-dire que quand vous perdez des informations, aujourd'hui, si vous avez déjà fait la mise à jour, vous pouvez faire le backup pour recouvrir ces informations. Donc, ça, c'est le backup. Il y a ce qu'on appelle de fault tolerance ou bien les clusters, par exemple. Ici, c'est quoi? Par exemple, vous mettez beaucoup de serveurs en place. Quand un serveur, par exemple, ne fonctionne pas, il y a un autre serveur qui va prendre la place de ce serveur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez mettre beaucoup de serveurs comme ça. Si l'autre ne fonctionne pas, l'autre vient fonctionner.
C'est-à-dire que vous mettez en place ici ce qu'on appelle de high availability pour ne pas perdre la connexion ou bien pour ne pas perdre les données. Dans les banques ou dans les entreprises, là où les données sont très importantes, nous mettons en place des fault tolerance ou bien des clusters aussi pour protéger, c'est-à-dire pour ne pas qu'il y ait des fuites de données ou des pertes de données parce que c'est très important pour l'entreprise. L'entreprise doit fonctionner presque à 100%. Il y a ce qu'on appelle aussi les virtual machines. Les virtual machines aussi, ici, c'est quoi en fait une virtual machine? C'est une machine, par exemple, vous avez votre ordinateur sur le plan physique. Ici, la virtual machine ou une virtual machine, c'est quoi? C'est une machine qui est représentée sur le plan logique, c'est-à-dire que nous avons une application qui fonctionne ici comme un ordinateur sur le plan physique. Et cet ordinateur ou cette machine qui est représentée comme une application ici pourra nous aider aussi à résoudre beaucoup de problèmes, que ce soit par exemple pour recouvrir les informations et ça a moins de coûts aussi. Bon, on va pas parler aussi aujourd'hui d'une machine virtuelle parce que ça a beaucoup d'importance, mais l'idée aujourd'hui, c'est vous dire que on peut utiliser une machine virtuelle pour recouvrir les informations parce que une machine virtuelle, quand vous perdez une machine virtuelle, il a des systèmes que vous pouvez utiliser pour recouvrir très vite les informations si vous avez déjà utilisé une machine virtuelle. On va parler de tout ça quand on va arriver dans l'option de backup ou bien comme disaster recovery. On va parler des machines virtuelles, on va parler des fault tolerance, on va parler des clusters, des backups. Mais l'idée, c'est juste vous expliquer que ces technologies existent. On va parler aussi de ce qu'on appelle le contrôle correctif. Comme on dit en anglais, corrective control. Ici, l'idée, c'est de mettre en place des mesures pour corriger une erreur ou résoudre un problème après un incident. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, quand dans un immeuble, un immeuble prend feu, il y a ce qu'on appelle en anglais le fire extinguisher. En français, c'est un extincteur. C'est-à-dire que c'est pour comment supprimer le feu. C'est-à-dire que quand l'immeuble prend feu, on a des appareils, des fois c'est des appareils, même dans les films on voit ça, couleur rouge, quand vous ouvrez, il y a le gaz pour supprimer le feu. Ça, c'est pour corriger des erreurs ou des incidents, des incendies, par exemple. Un antivirus, un anti-malware, par exemple. Quand, par exemple, un système a été infecté par un virus ou un malware, vous pouvez utiliser un antivirus pour corriger cela, remédier cela, prendre des actions de remédiation. Un anti-malware, bien sûr, aussi. Donc, ce sont des systèmes qu'on utilise pour corriger des erreurs ou bien résoudre un problème après un incident. Le dernier contrôle ici, c'est le contrôle directif. Comme on dit en anglais, directive control. Ici, c'est mettre en place, l'idée, c'est de mettre en place des directives dans notre entreprise pour que les gens ne violent pas la sécurité politique de notre entreprise. Un exemple, il y a ce qu'on appelle en anglais Acceptable Use Policy. Je n'ai pas pu avoir une bonne traduction, donc j'ai gardé le format en anglais. Mais si c'est quoi? C'est un document que quand un employé, vous avez recruté par exemple un employé, il va, comment dirais-je, signer ce document. Ce document comporte toutes les actions que la personne doit mener dans votre entreprise. Par exemple, comment protéger les informations, ne pas se connecter sur les réseaux sociaux. Quand vous quittez votre bureau, votre desk, votre bureau, ne pas laisser les informations de l'entreprise. Toujours, il faut nettoyer. Donc, dans Acceptable Use Policy, il y a toutes ces informations. Là-bas, vous pouvez par exemple mettre aussi que les travailleurs seront monitorés ou pas. Il y a toutes ces informations-là que vous mettez là-bas et que les travailleurs doivent signer. Vous pouvez écrire là-bas aussi que les gens ne doivent pas publier leur salaire à d'autres personnes et tout. Et toutes ces informations-là se trouvent dans ce document et les gens signent. Aussi mettre des politiques, des procédures, des standards. Tous ces facteurs-là rentrent dans le contrôle directif pour que les gens puissent respecter les règles ou les règlements de votre entreprise. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui pour parler des types de contrôle. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de clarification et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.